Ah les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jour, la France est debout. Alors, les plus anciens d'entre vous, ou ceux qui ont une culture musicale peu recommandable, auront évidemment reconnu l'hymne de l'équipe de France pour 2002, chanté par Johnny Hallyday. Oui, je vous avoue que j'ai pas des grands talents de chanteur. Ce sera pas une reconversion possible pour moi après YouTube. Et j'espère que ce sera la dernière fois que cette musique me viendra en tête quand on parle de la Coupe du Monde des Bleus, parce que ça voudrait dire, si elle me revient souvent en tête, qu'on va faire une bien piètre Coupe du Monde. Salut tout le monde, c'est TMF, et vous le voyez, dispositif habituel. On se retrouve pour une tier liste des performances de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2026. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la Coupe du Monde n'a pas encore eu lieu. Voilà, je vous le dis. Donc l'idée, ça va pas être de juger la performance des Bleus, mais de faire un petit jeu de pronostics. Qui sont les Bleus qui vont réussir leur Coupe du Monde et qui sont les Bleus qui ne vont pas réussir leur Coupe du Monde? Il y a évidemment les 26 joueurs de l'équipe de France. J'ai ajouté un homme spécial dont on parlera à la toute fin, Didier Deschamps, pour sa dernière prestation en tant que sélectionneur des Bleus. Je le mets en dernier parce que finalement ça aidera un petit peu à donner la température globale, mais pour moi on peut le juger au même titre qu'un joueur. Il peut réussir ou il peut rater sa compétition par son adaptabilité tactique au cours des matchs, ses coachings, mais aussi son approche globale. Alors vous le voyez, j'ai déjà défini des catégories parce que je me suis fait un préclassement pour moi-même me dire ok, il faut que j'essaie d'équilibrer un petit peu les choses. On va établir un homme au sommet, le GOAT. Ce ne sera pas Messi, ce ne sera pas Cristiano Ronaldo parce qu'ils ne sont pas français, ce ne sera pas Kolo Muani puisqu'il n'est pas sélectionné, mais pourtant le fauteuil lui était promis, ce ne sera pas Antoine Griezmann qui mange à la même table mais qui lui va être aux États-Unis en tant que touriste, mais ce sera un des joueurs de cette liste, le joueur où je me dis c'est peut-être lui qui va nous apporter la Coupe du Monde et peut-être même qu'il n'y en aura aucun. Voyons voir si je suis pessimiste. On parlera ensuite des joueurs qui vont faire une très bonne Coupe du Monde, une bonne Coupe du Monde, une Coupe du Monde hockey. Tu vois, c'est le hockey tiers, hockey vu. Ça veut dire que ce sont des joueurs qui ne vont pas être à pointer du doigt pour une bonne prestation, pour une mauvaise prestation. Ils auront fait le nombre. On est là, les gars. Il y aura les Coupes du Monde que je vais qualifier de pas folles et de clairement mauvaises. Et enfin, il y aura une catégorie, enfin il y en aura deux, un petit peu spéciales. La catégorie jouera pas assez à mon goût, ce sera une catégorie qui fera un peu doublon, parce qu'il y a des joueurs que je vais pouvoir mettre dans bonne, dans hockey, mais aussi dans jouera pas assez à mon goût. Mais en fait, quand je faisais le classement, je me suis dit, il y a un classement qui pour moi est évident à faire, c'est les joueurs où je me dis ils auraient pu être très hauts, mais finalement je pense que le dispositif ne leur donnera pas leur chance, donc on les classera à deux reprises, je le déplacerai en cours de vidéo. Et puis il y a la catégorie des spectateurs. Par exemple, je spoil un petit peu la vidéo, le troisième gardien habituellement dans une sélection, c'est pas le mec où on va se dire waouh, sa Coupe du Monde a été exceptionnelle. Il a littéralement aucune minute de jeu dans la plupart des cas, donc pour pas dire tout le temps. Donc évidemment, ça va faire partie de classements un petit peu à part, mais qui sait, peut-être que dans la liste des joueurs que vous voyez ici, la liste des joueurs que vous voyez ici, il y a d'autres joueurs qui pourraient se retrouver en spectateurs. Parce que tu peux avoir une dizaine de minutes de jeu dans une Coupe du Monde, mais ne pas jouer suffisamment pour qu'on ait un avis tranché sur ta prestation. Tu peux ne pas être un gardien de but, mais te retrouver à être Adil Rami et avoir en highlight de la compétition tes blagues avec un extincteur dans les coulisses, ou alors ta série d'interviews sans fin par la suite, qui est le seul truc qu'on retiendra de ta Coupe du Monde au final. Alors je souhaite à aucun bleu d'être réduit à ce rôle de mascotte ou de porte-étendard. Mais si ça arrive, ça veut dire qu'on aura été chercher une toile supplémentaire. Donc ma foi, pourquoi pas. On n'est pas dans GTA ici. Moi, je veux les 3 étoiles. Je vivrai très bien avec. Donc pour ce classement, évidemment, ce sont des opinions que j'ai pas spécialement travaillé, qui vont être un petit peu données à chaud, qui n'engagent que moi, et c'est un jeu de pronostic. Ça veut dire qu'il y a des joueurs que je peux considérer comme étant excellents, mais où je sens pas leur Coupe du Monde pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer. Et à contrario, il y a des joueurs qui sont critiqués où je vais être peut-être un peu plus optimiste que la moyenne. 4 minutes 30 d'introduction, on est plus ou moins dans la moyenne des vidéos tier list. Je m'excuse d'avance, j'ai prévu à boire, voilà, donc je vous le dis, je vais m'interrompre de temps en temps pour boire. On aurait dit que c'était une sponsor, non, c'est pas une sponsor, je le reprécise. Quand il y a une sponsor, c'est indiqué. Mais tout simplement, il fait chaud dans mon bureau, j'ai des spots, et parler non-stop pendant 1 heure, eh bien ça assèche, voilà, tout simplement.
Bon, on va commencer avec celui qui triche apparemment aux cartes, ce qui a déçu absolument toute la France, puisque apparemment il est iconisé comme étant l'homme parfait. Je parle de N'Golo Kanté. Un N'Golo Kanté qui est dans une situation particulière. On va tout de suite aller sur SofaScore, parce que notre cher Kanté, c'est un peu un joueur qui a ouvert la voie comme étant un joueur qui, aujourd'hui, n'est pas en Saudi Pro League, il est à Fenerbahçe comme vous le voyez, mais a ouvert la voie en mode, même quand tu es en Saudi Pro League, tu peux être sélectionné, parce qu'il sort de 3 saisons, enfin de 2 saisons, et est-ce qu'il a joué en Saudi Pro League cette année? Oui, il a joué un match en Saudi Pro League, qui pour autant ne lui ont pas fermé les portes de l'équipe de France. Alors, ce qui va être intéressant de voir avec N'Golo Kanté, pour moi, et ce qui va véritablement définir ma place dans le classement, c'est comment il va tenir l'enchaînement des matchs. Et moi, je pense que je vais le mettre en hockey. Je vais le mettre en hockey parce que, bon, bah déjà, N'Golo Kanté, à 35 ans, s'il fait une Coupe du Monde hockey, c'est déjà un beau petit exploit parce que finalement, des joueurs qui ont cette longévité, il n'y en a pas 40 000. Et puis, N'Golo Kanté, il joue pas au poste de Cristiano Ronaldo. Vous prenez un CR7, il peut être à bout de souffle, il peut être complètement cramé, mais s'il a l'instinct du tueur au cours d'une rencontre, le côté renard des surfaces qui fait que il est au bon endroit au bon moment, il peut sauver sa prestation. Alors que N'Golo Kanté, c'est quand même un joueur qui, évidemment, a une intelligence de jeu, une certaine habilité technique, mais qui peut pas simplement se reposer sur des qualités hors physique. Si N'Golo Kanté est incapable d'enchaîner les efforts, il fait de mauvais matchs. C'est bête et méchant, c'est son poste qui veut ça. Il peut pas réussir à être performant dans des matchs internationaux s'il est complètement cramax. Je dis pas qu'il est complètement cramax, évidemment, mais à 35 ans, ça commence à être un âge où il y a des questions physiques qui se posent. Du moins, c'est comme ça que je me rassure quand je vois que je suis lent, même si j'ai pas encore 35 ans, mais il faut pas le dire. Donc en fait, si N'Golo Kanté arrive simplement à faire une Coupe du Monde qu'il met en hockey, pour moi, ce sera une belle performance qu'il faudra saluer. Et je vais le mettre ici. Parce que moi, mon doute sur N'Golo Kanté, c'est toujours la même chose. C'est un joueur qui est capable de faire des matchs spectaculaires, mais où son âge qui commence à être avancé, le fait qu'il est aujourd'hui dans des ligues un petit peu moins compétitive, Fenerbahçe, mais aussi avant quand il était en Saudi Pro League, fait que l'enchaînement des matchs généralement l'use un petit peu. C'est ce qu'on avait vu au cours de l'Euro, c'est ce que j'avais pronostiqué, et je pense qu'on va à nouveau se retrouver là-dedans. On va passer à un joueur bien plus clivant que N'Golo Kanté, parce que malgré tout, N'Golo Kanté, ça reste un joueur qui fait plutôt consensus sur le fait qu'il est apprécié. Après, on peut débattre sur sa place, mais il profite du relatif désert au milieu de terrain. Mais bref, on va passer au général, au grand Kylian Mbappé, à l'idole des jeunes. Et j'insiste là-dessus d'ailleurs. Je disais ça pour plaisanter, mais non, Mbappé, vraiment idole des jeunes. Et je me rends compte, à chaque fois que je rencontre des gens qui sont pas dans le monde du foot, qui s'intéressent pas trop à ce sport, que je rencontre des amis, de la famille qui ont des enfants jeunes, genre pas adolescents, mais vraiment des enfants genre qui ont 8 ans, l'image entre la communauté foot et genre les gens qui sont souvent sur Twitter, sur X, qu'a Mbappé, et l'image qu'a Mbappé auprès du grand public et des jeunes est totalement différente, c'est une dinguerie. Mbappé, tu regardes X, t'as l'impression que c'est un mec qui est détesté, et tu regardes la vraie vie, c'est un petit peu différent. Bon, il y a aussi des défenseurs absolus en croisade qui sont prêts à lâcher leur vie pour défendre Kylian Mbappé. Mbappé, sa Coupe du Monde, elle est hyper attendue, parce que là aussi, on va aller voir ses stats, mais Kylian Mbappé, il est ressorti pour 2 trucs. Le premier, il est négatif, c'est que c'est, je crois, je crois que je vais même pas faire un raccourci en disant ça, littéralement le pire joueur des 5 grands championnats, enfin 4, mais 5 dans la stat, pour les actions défensives. Alors si c'est pas le pire, c'est un des pires, mais je me demande si c'est même pas le pire. Évidemment, on va pas refaire le débat autour de Kylian Mbappé, vous savez ce qu'on dit toujours, et malgré tout, une saison 42 buts, 6 passes décisives, c'est un joueur, je crois que c'est Julien Cazard qui avait dit ça, qui est condamné à marquer beaucoup de buts pour être aimé. Il y a un petit peu de ça, et Kylian Mbappé, il amène aussi des interrogations sur l'équipe de France, sur le système, sur comment on évolue. On sait qu'il évolue en pointe, on sait que ça prive Ousmane Dembélé de ce poste. Après, il faut voir aussi comment il se déplace au cours des rencontres. On a toujours un Mbappé qui penche un peu sur la gauche. Mbappé qui d'ailleurs au cours de ce match face à l'Irlande du Nord, effectivement, n'avait pas été du tout réaliste. Il avait tiré quoi 6 fois. Ouais, 6 fois. Et je crois qu'il y en avait eu un cadré. Alors là, il dit 0 cadré, mais de mémoire, le bloqué est du coup cadré. Donc bref, Kylian Mbappé, joueur clivant par excellence, mais moi je le mets en très bonne.
Très bonne, très bonne, très bonne, parce que je rappelle toujours la base, c'est que moi je fais beaucoup de blagues sur Kylian Mbappé le dictateur, parce que je trouve ça immensément drôle, mais Mbappé est un joueur que j'aime bien. C'est vrai que je vais pas nier le fait qu'il pose des problèmes dans le collectif, que c'est un joueur qui induit certaines contraintes tactiques, c'est une évidence, que c'est pas toujours évident de composer une équipe avec lui, surtout avec les autres profils qu'il y a en équipe de France, mais pour moi Kylian Mbappé va faire une grande Coupe du Monde. Mm. Je pense vraiment qu'il va faire une grande Coupe du Monde parce que bah, finalement il s'est retrouvé un peu blessé au cours de la saison du Real. Il n'a pas fait forcément n'importe quoi sur ses retours. C'est un joueur qui s'est même accusé par une partie des médias espagnols de s'économiser un peu pour l'équipe de France, mais j'ai quand même l'impression qu'il arrive dans des conditions physiques qui sont pas forcément dégueulasses, avec peut-être un peu moins d'enchaînement de rencontres que certains joueurs du Paris Saint-Germain, par exemple, vu que c'est du PSG dont viennent certains offensifs phares de notre équipe. Et moi, il y a toujours le côté Mbappé, j'ai confiance dans les grands matchs. Alors, je me fais pas d'illusions sur Mbappé, par exemple, quand je vois que des gens disent oh, le match final de Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé, c'était incroyable. Moi, je rappelle toujours la même chose c'est que oui, il y a un triplé, mais il y a 2 buts sur penalty. Faut les mettre, les pénaltys, je suis bien d'accord, c'est tout à son mérite, mais ça vaut pas la même chose que des buts dans le jeu. Faut regarder la première mi-temps de Kylian Mbappé, qui a l'image de la première mi-temps de l'équipe de France, c'est-à-dire vraiment pas incroyable. Je revois également l'Euro dernier, où Kylian Mbappé a sorti une prestation absolument catastrophique. Alors oui, il y a sa blessure au nez, il y a son masque, mais bon, à première vue, ça n'empêchait pas de jouer et d'être performant. Oui, il y avait un contexte politique qui pouvait le préoccuper, ça s'était sorti dans la presse. Heureusement que ce mondial n'est pas en période d'élection, hein, mais peut-être que le contexte politique de la Coupe du Monde 2026 le préoccupera, vu tout ce qu'il y a à dire sur l'Amérique de Donald Trump. Mais plus sérieusement, oui, je suis pas aveugle. Mbappé a peut-être pas fait une aussi grande finale 2022 que ce que certains disent, a loupé son euro. Son Euro 2024, mais en attendant, ça reste un homme dans lequel j'ai confiance pour les grandes compétitions. Et je pense que le contexte va plutôt être favorable à Mbappé côté adversité, etc. Donc ouais, j'ai foi en Kylian Mbappé. Je verrai si je le regretterai. S'il fait une mauvaise Coupe du Monde, je serai le premier à le dire, vous me connaissez. Mais en tout cas, je crois en mon étoile, comme dirait l'autre. Je vais peut-être un peu moins croire en l'étoile supplémentaire avec Malo Gusto. Alors Malo Gusto, c'est assez marrant parce que finalement, pour moi, il a reculé dans la hiérarchie, hein. Il y a Koundé, on y reviendra, mais qui semble pas être dans une forme étincelante. On peut avoir ce cher Zahir Emery, qui est à mon goût une solution intéressante au poste de latéral droit, mais ça semble pas forcément être le plan de Deschamps. Mais Malo Gusto, moi je sens qu'il va faire une Coupe du Monde pas folle. Déjà, bon, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de minutes de jeu, la réalité c'est ça. Mais je le vois pas réaliser une Coupe du Monde absolument sensationnelle. Et j'ai peur qu'en fait, il soit un des symboles de notre faiblesse à ce poste de latéral droit. On n'a jamais vraiment essayé Zahir Emery. Ici, il s'est en même temps révélé au Paris Saint-Germain comme étant une solution exceptionnelle relativement récemment. Jules Koundé est moins en forme. Je pense que Malo Gusto, il va au moins débuter une rencontre en tant que titulaire. Ça dépend aussi de comment se passe notre phase de poule. C'est pas un joueur qui m'a particulièrement impressionné au cours des rencontres amicales. C'est un joueur qui est intéressant. Loin de moi l'idée de dire que c'est un joueur en bois, mais j'ai quelques petites réserves concernant ce qu'il est capable de faire en équipe de France. Et finalement, Gusto, il est aussi là, parce que sinon, tu prenais qui hein, sur le côté droit T'allais évidemment pas prendre un joueur comme... j'ai un trou de mémoire absolument énorme. Jonathan Klaus, voilà. Bon, passons à la suite. Je regardais les attaquants puisque nous allons aller avec l'attaquant préféré de bon nombre de personnes, Marcus Thuram. Alors Marcus Thuram, je pense qu'il fera une Coupe du Monde pas folle ou ok, j'hésite un petit peu. On va mettre pas folle, mais ça m'étonnerait pas qu'il fasse une Coupe du Monde que je considère comme étant ok. Alors pourquoi Marcus Thuram est là Tout simplement parce que même si sa saison est un petit peu moins bonne du côté de l'Inter, ça reste un joueur qui en club a des performances qui sont tout à fait honorables, hein. 18 buts cette saison, 8 passes décisives. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais il a de meilleures stats que la saison passée, alors qu'il a moins joué. Mais il m'a laissé une impression parfois un peu plus mitigée et sa saison n'a pas été égale en fait durant toutes les périodes. Je pense pas que c'est un joueur qui va réussir à se révéler en équipe de France en sachant que
C'est triste à dire, mais vous le savez, Thuram, il n'a jamais réussi à sortir des matchs références du côté de l'équipe de France, et pourtant, 34 sélections, 3 buts. C'est dramatique comme statistique. Il a toujours une utilité par un rôle assez complémentaire aux autres attaquants. On sait qu'il est apprécié par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé fait la pluie et le beau temps en sélection, donc pourquoi pas. Mm. Mais j'ai du mal à croire que ce sera un joueur qui ressorte particulièrement. On va passer à, il me semble que c'est Konaté. Alors si vous me voyez checker des fois, c'est que je re-regarde les photos un peu, voilà, en plus grand, parce qu'elles sont tellement petites chez moi. Elles sont encore plus petites que ce que vous voyez en vidéo. Je pense que des fois j'ai un doute. Konaté, je vais le mettre en hockey. Alors sur le papier déjà, il est pas titulaire. Hein. On va partir avec Upamecano, Saliba. Konaté sort d'une saison un peu plus délicate à Liverpool. S'il a du temps de jeu de façon massive, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que soit Upamecano, soit Saliba se trouent complètement ou se blessent complètement. Je pense donc qu'il va avoir quelques apparitions relativement sporadiques et j'ai du mal à croire que ces apparitions sporadiques lui permettent de briller particulièrement. Akliouche. Alors Akliouche, je suis tenté de dire spectateur limite parce que je pense que c'est un joueur qui va être relativement mineur dans l'influence qu'il va avoir, mais je vais le mettre en hockey, pourquoi pas, parce que je me dis qu'il va pouvoir faire quelques petites entrées, et c'est un profil auquel je crois beaucoup pour l'équipe de France, Akliouche. Alors, c'est pas forcément le mec dont les performances justifient le plus la place dans la liste de Didier Deschamps, soyons clairs, mais pour autant, l'équipe de France a longtemps manqué d'un profil créateur, d'un profil qui était capable de faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, d'un profil que beaucoup fantasment avec Cherki évidemment, parce que c'est quand même autre chose qu'Akliouche malgré tout le respect que j'ai pour le monégasque, mais je pense qu'Akliouche en fait est un joueur qui peut se montrer utile pour cette équipe de France, qui a un profil relativement équilibré. Alors sa saison monégasque est pas la meilleure, ses stats ne vendent pas du rêve, mais pour autant, ouais, je considère que c'est un joueur assez intéressant là-dessus. Et à mon avis, il va pouvoir offrir un petit peu avec Dédé. Je me dis qu'une petite rentrée ou autre, ça peut faire un mec qui remplit le contrat pour lequel il est venu. Donc je vais le mettre en hockey. C'est pas forcément le joueur que j'attends le plus. C'est pas forcément le joueur qui est le plus déterminant à mon goût, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'il fasse le travail. On va passer, alors je regardais Chouameni qui avait été présent France-Irlande. On va passer au Chouameni. Je pense que s'il y a une bagarre, c'est un atout précieux pour l'équipe de France. Je pense que s'il y a besoin de faire des podcasts, ce sera également un atout précieux pour l'équipe de France. Et au-delà de ça, sur le terrain, si j'arrête les vannes, je pense qu'il va faire une bonne Coupe du Monde. J'ai plutôt espoir en Aurélien Chouameni. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup été critiqué pour son côté au plate, mais c'est-à-dire un peu neutre, mais moi je considère qu'il y a quand même des périodes où Chouameni était un peu notre référence au milieu de terrain en équipe de France. On a tendance à l'oublier, mais avant l'émergence notamment de Manu Koné, il y avait ce côté Chouameni, c'est un peu notre seule certitude. Alors il a eu des périodes de moins bien, du côté du Real Madrid il s'est fait balader aussi, charnière centrale, milieu de terrain, mais c'est un mec qui me donne toujours l'assurance d'un certain plancher bas en équipe de France. Alors ça veut pas dire qu'il a pas raté des matchs, donc c'est assez paradoxal avec ce que je vous dis, mais je pars plutôt confiant avec lui. Je pense que dans une équipe de France qui aura besoin d'équilibre, parce que mine de rien, si on part bel et bien sur cette configuration, vous vous rendez compte qu'avec 4 attaquants, tu as besoin de milieux de terrain qui sont capables de solidifier un petit peu tout ça, d'autant plus que Théo Hernandez est également un profil offensif sur le côté, Koundé évidemment beaucoup moins en tant que latéral. Je pense que Chouameni va être un joueur qui ressortira de manière positive au cours de cette Coupe du Monde. À me ressortir l'extrait quand il se prendra un carton rouge et qu'on sera éliminé à cause d'un penalty concédé avec une faute à la con. Désiré Doué. Alors Désiré Doué, je suis partagé. Ah non, je vais pas le mettre en GOAT. Je suis partagé entre très bonne et pas folle. En fait, je suis partagé parce que Désiré Doué, c'est un peu ce mec qui a un plafond. Je parlais de plancher pour Chouameni, j'ai un peu la réflexion inverse sur Désiré Doué. Ce que je vais regarder, c'est plutôt son plafond et je considère que c'est un génie du football. C'est un mec qui, quand il sort des grands matchs, quand les étoiles sont alignées pour lui, est capable d'être sensationnel. Fury class, tout ce que vous voulez, ballon d'or en puissance, bla bla bla. Incontestable. Mais en fait, Désiré Doué, c'est aussi un joueur qui parfois va un petit peu surjouer, va pas forcément faire les bons choix, va s'entêter dans son football,
va avoir des passages où il est un petit peu moins bien. Alors on va pas le caricaturer, même quand il rate ses matchs, Désiré Doué est un bon joueur. Son côté cyclique est quand même moins présent que certains autres joueurs qui pouvaient passer de meilleur du monde à je me fais concurrencer par Pablo Sarabia. Je parle de Di Maria, mais que de l'amour sur Di Maria, mais c'était vraiment un joueur cyclique, Di Maria, je trouve. Désiré Doué, c'est un peu ça, donc je sais pas s'il va faire une Coupe du Monde pas folle ou une Coupe du Monde très bonne. C'est le jeu des pronostics, j'ai envie d'être optimiste, donc je vais le mettre en très bonne. J'ai envie de le mettre en très bonne, alors que c'est même pas dit qu'il soit titulaire, parce qu'on sait que Didier Deschamps apprécie beaucoup un profil comme Barcola, mais j'ai l'envie d'avoir envie, et je pense qu'il a vraiment des atouts pour briller au cours de cette Coupe du Monde. Un scénario un petit peu à la Kylian Mbappé 2018, alors Désiré Doué n'aura pas forcément besoin de ça pour se révéler même aux yeux des gens qui ne suivent pas le football, puisqu'il a été l'homme de la finale de la Ligue des Champions, pas de cette année mais de l'année précédente. Donc normalement, même Tata Muriel qui ne suit pas du tout le football, ou Tatos Murielos qui ne suit pas du tout le football et qui est en Argentine, elle a déjà vu une photo de Désiré Doué être important dans un match, mais j'ai envie d'y croire parce que je me dis qu'en plus c'est un joueur qui est capable de faire de très très bonnes choses dans des situations inextricables. Et on sait que on sait que l'équipe de France va se retrouver comme le Paris Saint-Germain avec parfois des blocs bas, parfois des équipes qui vont offrir finalement assez peu d'espace. Et je me dis que Désiré Doué, il peut trouver des solutions dans ces cas-là, comme il peut tout le temps s'échouer, hein, mais écoutez, c'est le jeu des pronostics. Moi, je choisis d'être plutôt optimiste. Risser, bon, bah, spectateur, hein, c'est toujours la même chose en fait. C'est que quand t'as trois gardiens, quand t'as Maignan, quand t'as Samba, quand t'as Risser, je l'aime bien Robin, hein, mais Maignan, il va jouer 95% des matchs. Si ça se passe bien en phase de poule, on aura un petit match amical, enfin, qui n'est pas un match amical, mais vous m'avez compris, pour Samba. Bon, ben lui, il vient pour choisir la playlist, pour se prendre des grosses minasses à l'entraînement, pour essayer de rassurer un petit peu ses coéquipiers. C'est pas Adil Rami, mais c'est un peu l'idée, quoi, hein. Jeune gardien plein d'avenir. Très bien qu'il soit là, il va prendre de l'expérience. Mais je pense pas qu'il va prendre des tirs au cours des rencontres parce qu'il ne sera pas essayé. Bradley Barcola, moi je vois faire une bonne Coupe du Monde. Et d'ailleurs, je sais pas si cette tech alors j'allais dire impopulaire, non, c'est pas le mot. Je sais pas si cette tech va être partagée ou pas, mais je vois bien Barcola faire une bonne Coupe du Monde, qu'il soit titulaire ou non. Bradley Barcola, c'est un mec que j'aime bien en entrant en cours de rencontre quand les adversaires sont complètement cramés. C'est un mec que j'aime bien pour sa capacité à être un dévoreur d'espace, pour être un joueur de percussion. Je trouve qu'il a des qualités qui sont vraiment intéressantes, même quand il n'est pas titulaire et quand il rentre face à des défenseurs fatigués. Et dans le même temps, je l'ai dit, Barcola, il a des chances d'être titulaire avec Didier Deschamps. C'est pas aussi catégorique que ça, hein. La concurrence Doué, Barcola et même d'autres profils, hein. J'ai parlé de Thuram, on sait qu'il est apprécié également, mais je le vois bien faire une bonne Coupe du Monde pour ses qualités. Ousmane Dembélé, Dembouz, le Ballon d'Or, le vrai Ballon d'Or du peuple sont certains. Je me marre, mais ce côté ballon d'or du peuple, ça m'a toujours fait marrer. Mais je vais pas développer, sinon je vais avoir des problèmes. Mais c'est toujours drôle de voir un joueur de foot se décrire comme ballon d'or du peuple. Euh, Ousmane Dembélé, je le vois faire une Coupe du Monde, ok. Et ça me tue, hein, parce que j'aimerais le mettre plus haut. J'aimerais le mettre là. J'aimerais au moins le mettre là. Mais je le mets là. Parce que je vous mets pas ce dont j'ai envie, même si à certains moments je suis dans l'optimisme. Quand j'ai un doute, je préfère être optimiste, mais quand j'ai une conviction, bah, je vous l'ai dit. Et ma conviction, c'est qu'on va ressortir frustré de ce cher Dembélé. Bon, déjà, il faut pas oublier que Dembélé, c'est 59 matchs en équipe de France, c'est 7 buts, c'est des titularisations, c'est des sélections depuis 10 ans. Et c'est justement une peine à être titulaire, c'est assez peu de matchs marquants, c'est des contraintes tactiques dans son entente avec Kylian Mbappé, dans sa place au sein de cette équipe de France, et quoi qu'il arrive, je ne le vois pas être mis dans une position idoine, donc en fait je pense qu'on va avoir une version de Dembélé
asthmatique. Alors pas asthmatique parce qu'il fera les efforts, mais un ersatz, tu vois. Vous voyez forcément cette séquence de l'équipe du soir où je crois que c'est Jean-Claude Blanc, je suis même plus sûr de son nom. Désolé pour lui, qui dit ouais, tu t'attendais à voir un film avec Tom Cruise, Brad Pitt, au final t'as Danny Boone et je sais plus quel acteur. C'est un peu la même chose pour Dembélé. J'aimerais me dire que je vais voir le Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain, mais petit 1, quel que soit le rôle de Mbappé, parce qu'on sait que c'est pas pour critiquer Mbappé, je l'ai mis en très bonne Mbappé, donc je suis pas un hater de Mbappé, mais on sait que la cohabitation avec Mbappé met des limites, mais même au-delà de ça, même si on enlevait Mbappé de l'équation, l'équipe de France de Didier Deschamps ne jouera jamais, au grand jamais, comme le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et si Dembélé est devenu aussi énorme, c'est grâce à Luis Enrique, c'est grâce à l'équipe qu'il a mis en place. Le Ousmane, il a 29 ans. 29 ans, je dis pas ça dans le sens où il est finito, mais si en 29 ans tu fais 2 saisons exceptionnelles sous Luis Enrique et que sinon c'est plus compliqué à l'exception du Stade Rennais il y a 10 ans quand tu éclosais et du Borussia Dortmund, c'est peut-être pas pour rien. Donc non, Dembélé pour moi, c'est un joueur formidable, c'est un joueur qui va faire une bonne Coupe du Monde, mais je mets OK dans le sens où il y a un peu de frustration. En fait, je pourrais même le mettre en bonne, je pense qu'il va faire une bonne Coupe du Monde. Mais j'ai spontanément mis OK parce qu'en en fait, une bonne Coupe du Monde pour Dembélé, c'est une Coupe du Monde OK. Et je vais même le laisser en OK. Parce que je suis vraiment pas sûr que Dembélé soit si étincelant que ça. Et de toute façon, même sur les matchs qu'on a vus de l'équipe de France, est-ce que vous avez trouvé Dembélé particulièrement au-dessus du lot face à l'Irlande du Nord? Moi, honnêtement, non, hein. Et en fait, j'ai beau regarder les compositions de l'équipe de France, là, j'ai beau regarder le choix des systèmes de Didier Deschamps. Vous voyez, ces équipes-là, est-ce que vous voyez une place vraiment où Dembélé il pourrait particulièrement trouver son rôle? Ah, vous allez me dire à la place de Mbappé, mais même s'il prenait la place de Mbappé, tu joues en 4-2-3-1, c'est pas exactement les mêmes conditions. Donc non, non, moi quand je regarde les matchs de l'équipe de France, je me dis que Ousmane Dembélé, il n'y a pas les conditions pour qu'il soit plus que OK. C'est pas la qualité du joueur que je remets en question. J'espère me tromper, mais pour moi, on parle d'un excellent marathonien, mais qui commence la course en se prenant un coup de baïonnette dans la cuisse au premier kilomètre. C'est un peu ça le contexte tactique pour Dembélé. Donc t'as beau être un excellent marathonien, si tu te prends un coup de baïonnette, bah, tu vas pas aller bien loin. C'est un peu mon constat. Ce bon vieux Mateta. Alors, c'est marrant parce que quand on regarde la liste des joueurs de l'équipe de France, on a toujours dit que Deschamps n'était pas très offensif, mais Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olysée, Thuram, ça fait de l'attaquant. Et là, je m'interroge sur le temps de jeu qu'aura Mateta. J'hésite à le mettre en spectateur, honnêtement. Je vais le mettre en hockey, parce que moi je le vois bien faire une petite entrée, apporter du danger, peser un peu sur les défenses, où tu dis, vu son rôle dans la liste, il fait une Coupe du Monde hockey, mais on s'en fout un petit peu, quoi. Je vais sobrement dire ça sur Mateta. Je pense pas qu'il aura 4000 occasions de briller. Je pense pas que quand on lui donnera des minutes de jeu, il fera regretter sa sélection. Je pense qu'il fera le taf. Mais je l'imagine mal avoir un temps de jeu qui fait que je peux avoir un avis extrêmement fort sur lui. Olysée, bah je mets en GOAT. Ce sera pas une surprise pour vous. J'ai fait une vidéo disant que pour moi c'est le vrai héros de l'équipe de France. Je vous fais du forcing avec lui depuis déjà pas mal de temps. Il y a son match face à l'Irlande du Nord et surtout en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez vu que Désiré Doué, je mettais très haut ou très bas. Je choisis de mettre très haut. Dembélé, je vous dis qu'il part avec un coup de baïonnette dans la cuisse au début de son marathon. Ce que j'aime bien avec Olysée, c'est qu'en fait, je vais refaire le petit jeu, mais bon, l'Irlande du Nord, inutile de dire qu'il est une position où il peut briller. Si on le voit face à la Côte d'Ivoire, tu le mets purement sur un côté comme ça. Et encore, vous voyez, il a excellent. Il peut être très très bon. Tu prends le match face à la Colombie, tu le mets à la place d'Akliouche dans ce système, ça marche parfaitement. Tu prends le match face au Brésil, il était au cœur du jeu, chose qu'on a beaucoup vue, ça a plutôt bien fonctionné aussi. Donc en fait, moi ce que j'aime bien avec Olysée, c'est que je me dis que, bon, au-delà de tout son talent évident, je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler les qualités de Michael Olysée, qui signe une saison absolument exceptionnelle avec le Bayern de Munich.
Mais au-delà de tout ça, en fait, je me dis que lui, bah, il part avec un contexte tactique qui pourra l'aider et que c'est un joueur que je vois pas plomber. En fait, il y a des joueurs qui vont dépendre des performances des autres. C'est évident, c'est comme ça que fonctionne le football. Mais je pense qu'Olysée est un des rares joueurs qui, bah, on l'a vu face à l'Irlande du Nord, même avec des coéquipiers qui sont pas forcément au niveau, même avec une attaque parfois un peu frustrante, je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu, même avec un Didier Deschamps qui potentiellement se dit en cours de Coupe du Monde, je vais passer avec trois attaquants, il tire son épingle du jeu, qu'il soit dans l'axe, qu'il soit sur un côté, il a le niveau et le contexte pour briller. C'est aussi une de ses qualités, hein, parce que l'adaptabilité, c'est aussi une chose qu'on demande aux joueurs de foot de très très haut niveau. Et je pense que là-dessus, je suis plutôt confiant. Adrien Rabiot, celui qui ne manque pas du tout à Marseille, et les Marseillais sont contents qu'il soit parti au début de saison, mais en fait depuis on se rend compte que c'est un peu plus compliqué, et finalement il a quand même rendu les services du côté du Milan, même si le Milan fait pas une bonne saison. C'est un peu complexe comme situation à décrire. Non, je le vois pas faire en très bonne. J'hésite pas avec très bonne, je vous rassure. Je le vois plutôt faire une bonne Coupe du Monde. Moi, je suis curieux de voir la place qu'il peut avoir. On sait qu'il est beaucoup apprécié par Didier Deschamps, mais dans un monde où t'as Chouamini, dans un monde où t'as Koné, dans un monde où t'as N'Golo Kanté, je me demande la place qu'occupe Adrien Rabiot. C'est peut-être le troisième dans la hiérarchie, qui sait. Mais moi, je suis rarement déçu de Rabiot. Excusez-moi, en équipe de France. C'est pas le joueur qui va te faire allumer ta télévision, évidemment. C'est pas le joueur génial où tu dis ah j'ai envie de l'aimer comme Cherki. Voilà, vous savez que je suis très très élogieux avec Cherki, mais il y a un truc, c'est qu'au bout d'un moment, le foot c'est un divertissement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez sur faut gagner des titres, etc. Au bout d'un moment, quand vous tapez des matchs, c'est quand même bien de prendre du plaisir. Bon, bah, je prends du plaisir en regardant Cherki, j'en prends beaucoup moins en regardant Adrien Rabiot, mais pour autant, au moment de faire la petite fiche de notes, Adrien Rabiot, c'est pas l'élève génial, tu vois, il va pas avoir des éclairs de génie en cours de saison qui fait que tu vas mettre un commentaire absolument magistral sur son bulletin d'appréciation. Non, Adrien Rabiot, c'est élève appliqué, il fait bien ses devoirs, il arrive à l'heure en cours, il rend une copie qui est toujours très propre, alors il va pas te sortir l'invention de l'année, mais en tout cas, franchement, il est souvent très bon. Saliba, je vois faire une très très bonne Coupe du Monde. Alors, il y a un truc à voir avec Saliba, c'est son état physique, où évidemment il y a un sujet. D'ailleurs, alors je vais peut-être vous dire une saucisse, je sais plus où on en est là, mais il me semble qu'il y avait une question d'opération pour lui qui était déjà plus ou moins en interrogation, mais il fallait qu'il finisse sa saison avec Arsenal. Je sais plus si ça a été annulé ou si c'est prévu après la Coupe du Monde, mais bref, vous me corrigerez en commentaire, mais pour moi, l'idée à retenir, c'est que Saliba, il est peut-être pas dans une forme absolument étincelante physiquement parlant, mais je l'ai toujours trouvé satisfaisant en équipe de France. Je trouve qu'il fait une saison vraiment bonne avec Arsenal. Ceux qui disent qu'il est bon avec Arsenal simplement parce que son équipe le protège, j'ai vu ça passer plus de fois que ce à quoi je m'attendais. Je pense que c'est extrêmement dur pour lui, donc je le mets là. Moi, j'ai confiance en soldat Saliba. Zahir Emery, bah, jouera pas assez à mon goût. Bah oui, j'ai quasiment fait cette catégorie pour lui. Pas seulement pour lui, mais on va être honnête. En fait, dans la hiérarchie de notre équipe de France, voilà, pas de minute de jeu. 78e, il rentre à la place de Cherki. Qu'est-ce que va faire Zahir Emery? Qu'est-ce que va faire Zahir Emery? Et pourtant, Zahir Emery, moi, j'aimerais bien le mettre. Franchement, pour moi, il pourrait limite prétendre à une place de titulaire au milieu de terrain, quoi. Je préfère largement Zahir Emery à Rabiot. Et pourtant, j'ai été assez élogieux envers Adrien Rabiot. Je préfère Zahir Emery à N'Golo Kanté qui a 35 ans. Tu me mets un milieu de terrain, à la limite, si on a une équipe toujours aussi offensive, tu mets un milieu de terrain Zahir Emery de Chouameni, moi je suis client, hein. Et c'est pareil à droite, Koundé, c'est quand même pas la forme de sa vie. Malo Gusto, j'ai expédié le dossier au départ. Tu me mets Zahir Emery ici, moi j'y crois beaucoup, hein. Mais je pense que sous Deschamps, il jouera pas assez. Et je pense même qu'il va pas être spectateur, mais quasiment. Et je pense pas que c'est un contexte qui l'aide beaucoup. Donc voilà.
Voilà, Zahir Emery jouera pas assez à mon goût. C'est mon constat. J'en suis dévasté et j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire à part vous étaler mon seum pendant 20 minutes, mais je vais vous l'épargner. Upamecano, je pense qu'il va faire une bonne Coupe du Monde. Je peux détailler mon avis. Là, on est 100% Madame Irma. Alors, je vois une bonne Coupe du Monde d'Upamecano. Je vois des percées balles au pied très pertinentes. Je vois Upamecano qui parfois joue haut, qui est un élément très utile dans le jeu de l'équipe de France. Je vois de très belles interventions défensives et je vois une faute qui pose problème et qui va faire polémique au cours de cette Coupe du Monde. Oui, oui, je vois Upamecano, je vous confirme. C'est ma théorie concernant Upamecano, qui n'est pas la théorie la plus originale du monde, mais je le sens vraiment comme ça. Samba, il aura un match, mais je le mets quand même en spectateur. Sauf si Maignan se blesse, bien évidemment. Mais bon, les seconds gardiens, on va être honnête, c'est pareil, ils jouent pas de ouf. Koundé, bah, je le mets en pas folle, hein. Alors merci pour tout, Jules Koundé, mais c'est quand même pas le joueur qui aujourd'hui est dans la plus grande forme de sa vie. Alors, bon goût de ramener une PlayStation 1, pas seulement pour l'outfit, mais également pour la cohésion de groupe. Je pense qu'il n'y a rien de tel que se faire un petit jeu de foot de l'époque sur une PlayStation 1 ou s'arracher les cheveux sur les parties de Crash Bandicoot pour kiffer la cohésion de groupe. Et tu te passes la manette quand tu meurs dans Crash. Mais au-delà de ça, si on revient à parler de football, c'est une saison où Jules Koundé m'a un peu déçu. Ça reste un excellent joueur, mais j'ai pas été convaincu par ses dernières prestations en bleu. D'où le fait que je suis extrêmement frustré par Zahir Emery, que j'aimerais bien voir un petit peu plus jouer. Mais ouais, je pars pas en confiance sur ce bon vieux Koundé. Lucas Hernandez. Je le mets en hockey. Lucas Hernandez, c'est le mec que Deschamps va faire rentrer. Que Deschamps va faire rentrer pour solidifier ton système et coller des droites en espérant qu'il ne confonde pas les adversaires et qu'on n'ait pas de Chouamini qui ait le goût du sang aussi et qui se mette à se battre avec lui. Mais ouais, je pense que Lucas Hernandez va avoir ce profil de joueur bétonneur expérimenté qui va pouvoir apporter. Lucas Digne, qui est au cœur de tous les débats, parce que finalement, tu as l'impression qu'à gauche, c'est simple. C'est comme la gauche en France hors Mélenchon. Il y a beaucoup de prétendants, mais en fait, ils sont tous tellement médiocres qu'il n'y a personne qui arrive à prendre la place. C'est un peu le truc. Alors, je sais pas qui serait notre Jean-Luc Mélenchon titulaire à gauche, parce que là, on a que du Ruffin, du Glucksmann, du mec à gauche un peu mid-moyenasse. C'est un peu l'image que j'ai de notre côté gauche en équipe de France, mais je pense quand même qu'il va faire une Coupe du Monde ok, Lucas Digne. Reste à voir s'il peut prendre la place à Théo Hernandez, ça dépendra aussi énormément de Didier Deschamps, mais moi, Lucas Digne, c'est un mec que je trouve ok en équipe de France la plupart du temps. Alors évidemment, dernièrement, il n'a pas été sensationnel, mais bah, champion d'Europe, mon frère, pas la Ligue des Champions, mais tout de même, c'est à souligner, c'est un joueur qui fait une bonne saison, c'est un joueur que je trouve plutôt correct dans la plupart des cas. Alors oui, dernièrement, il n'a pas fait grosse impression et ça me dévaste d'autant plus qu'il a une autoroute et qu'il la saisit pas, mais je garde espoir et je me dis qu'il vaut mieux que ce qu'il nous a livré jusqu'à présent. Mike Maignan, j'hésite entre très bonne et bonne, je vais mettre bonne. On va être honnête, là je jette une pièce en l'air, je vois si ça fait pile ou face, et c'est un petit peu ça mon constat sur Maignan. C'est qu'en fait c'est simplement un bon gardien. Je trouve que c'est un bon gardien en plus, même dans les matchs où l'air est difficilement respirable, je pense qu'un contexte Coupe du Monde peut bien réussir à son profil. Et j'insiste d'autant plus sur ça que les gardiens de but, pour moi, ça joue beaucoup à ça. On l'a vu avec des gardiens de but qui passaient de petits à grands clubs où tu dis souvent ah c'est pas le même métier parce que dans un petit club ils sont habitués à beaucoup subir de frappes, dans un grand club il y en a peu mais la pression elle est monumentale. Il y a tout un aspect concentration psychologique pour tous les joueurs de foot mais qui est à mon sens exacerbé pour un gardien de but. Et je pense que Maignan fait partie de ces gardiens qui sont capables de faire de très bonnes grosses compétitions, donc je vais le mettre dans bonne. J'y crois pas mal. Hop là, pardon. Manu Koné, je vais le mettre en bonne aussi. Parce que finalement, revenons à notre petite liste de l'équipe de France. Je parlais des milieux de terrain.
Finalement, Kanté, il a 45 ans, donc il faut en attendre des choses raisonnables. Adrien Rabiot, c'est l'élève appliqué mais sans génie. Tchouaméni, j'en ai parlé. Zahir Emery, j'ai bien peur qu'il ait peu de temps de jeu. En fait, Koné, c'est le mec qui s'est un peu imposé comme la valeur sûre de l'équipe de France. Et ce qui me fume, c'est qu'il n'a pas tant de matchs que ça en équipe de France. Il n'y a pas tant de sélections que ça, Manu Koné. C'est un joueur de 25 ans qui a 14 sélections. Mais force est de constater que depuis 2024, il a quand même réussi à faire son trou. Il a quand même réussi à sortir de bonnes prestations en équipe de France. Alors il y a de la concurrence au milieu de terrain. Je ne sais pas si ce sera lui qui sera titulaire, ou Tchouaméni, ou Rabiot, ou N'Golo Kanté. Mais moi j'y crois pas mal. Et à noter que c'est un joueur aussi qui a une actu, à voir ce que ça donnera, mais on sait qu'il va faire partie des packages évacués par la Roma, donc peut-être un gros transfert à aller chercher, un facteur de motivation supplémentaire pour cet été, même si à mon avis, tu as déjà des discussions qui doivent être bien avancées. Hum. Vous voyez le suivant, Cherki, jouera pas assez à mon goût, évidemment. Euh, J'aimerais un monde où Ryan Cherki est titulaire indiscutable. Je pense que l'équipe de France sera plus proche de ça. On aura Olysée, Dembélé et Mbappé, évidemment, parce que c'est non négociable, aussi bien politiquement que sportivement. Je trouve que c'est trois joueurs qui ont leur place et ça se discute pas. On peut débattre, hein. Je sais que beaucoup aimeraient sortir Kylian Mbappé. Je pense que Kylian Mbappé peut pas se sortir de mon côté. Je pense que beaucoup aimeraient Kylian Mbappé sur le côté gauche. J'en ai parlé moi-même comme un fantasme. Mais je pense que justement, c'est un fantasme. Déjà parce que Deschamps le fera pas. Et en plus de ce qu'a Mbappé, oui, il dézone côté gauche, hein. Même maintenant, voilà, vous le voyez. Mais il dézone où? Il dézone demi-espace. C'est plus un joueur qui a une capacité à faire les efforts, à répéter les courses sur la ligne, à défendre, à faire des différences purement sur l'explosivité et une répétition d'efforts, parce que sur un départ, des fois, il peut encore faire les diffs. Vous allez me dire, ah, mais il a que 27 ans, oui, je suis d'accord, mais Mbappé, il joue d'une certaine manière depuis désormais 3, 4 ans, et en fait, toutes les qualités, elles s'entretiennent ou elles se perdent dans le football. Et c'est un joueur qui évolue, pour le meilleur comme pour le pire, et je considère que du coup, il peut pas aller sur le côté gauche. Tout ça pour vous dire que on fera un jour ce débat sur Mbappé si vous voulez. Dembélé, Olysée, Kylian Mbappé, je suis sûr qu'ils vont être là. Est-ce que tu restes à Est-ce que tu passes à 3 attaquants? Si c'est le cas, on a les 3. Est-ce que tu restes à 4 attaquants? Si c'est le cas, je vois plus un mec comme Doué ou Barcola compléter la liste. À voir, hein. Je peux avoir peut-être une bonne surprise, mais je vois vraiment ce choix être fait de la part de Didier Deschamps. Là, c'est petit prono Madame Irma Didier Deschamps, donc je vais le mettre à jouera pas assez à mon goût. Et jouera pas assez à mon goût parce que malgré tout, moi je me dis que j'aimerais limite plus le mettre qu'un Doué ou qu'un Barcola sur le côté. Et s'il a quand même du temps de jeu, je pense qu'il fera une bonne Coupe du Monde. Parce que je pense qu'il a quand même montré qu'il avait une créativité qu'il peut apporter à l'équipe de France. Et je pense que même s'il ne se retrouve pas à être titulaire, il aura quelques entrées en jeu où sa qualité de passe et sa vista pourront apporter à l'équipe de France. Donc je vais le mettre là. Théo Hernandez, alors c'est le mec que je vais mettre en j'ai peur qu'il fasse une mauvaise Coupe du Monde. J'espère me planter, je le souhaite. Lucas Hernandez, pardon. D'ailleurs, j'ai mis Théo à la place de Lucas. Et il m'était arrivé exactement la même chose sur une précédente tier list. Je confonds les Hernandez. Non, mais je vous l'ai dit en plus pour ceux qui ne le voient pas, hein, c'est que vraiment les vignettes de mon côté, elles sont tout petites. Et du coup, je me repérais au tatouage dans le cou. C'est mon petit tips quand j'ai l'image vraiment dézoomée pour les Hernandez. Théo n'ayant pas de tatouage dans le cou et Lucas en ayant. Donc on remet l'image de Lucas à sa place. Toutes mes excuses. Et on met Théo à sa place, malheureusement mauvaise. J'ai aucune confiance en Théo Hernandez. Pour moi, il y a des questions d'équilibre qui sont déjà délicates à trouver avec Théo Hernandez, mais un Théo Hernandez Prime, il n'y a absolument aucun problème. Il apporte tellement de vent que ça compense. Il a une capacité à faire les efforts, ça compense, mais j'ai vraiment pas été convaincu par ses dernières prestations en équipe de France. Je suis vraiment convaincu que Digne, il a un boulevard. J'espère de tout cœur que Digne va avoir sa chance et qu'il va enfin se sortir les doigts pour la saisir, parce que j'ai aucune confiance en Théo Hernandez.
J'ai vraiment l'impression que c'est un joueur, Théo Hernandez, qui va plus rien faire désormais, fin de carrière, alors qu'il a seulement 28 ans. Je me plante peut-être, il joue en Saudi Pro League, il a ses stats en Saudi Pro League, mais ouais, la confiance, elle est rompue de mon côté. Donc je pense vraiment pas que ce sera un atout pour l'équipe de France. Lacroix, je le mets en spectateur. Bah oui, je le mets en spectateur parce que déjà j'ai dit qu'on aurait notre charnière titulaire. Konaté aura peut-être un peu de temps de jeu. Tu auras peut-être un peu la même chose pour Lacroix si on arrive à faire une bonne phase de poule où il va se retrouver à jouer un match. Mm. Mais honnêtement, je pense pas qu'il aura beaucoup d'occasions de briller et que je puisse vous faire un constat définitif sur lui. Et la question à 1 trilliard d'euros, la question à une étoile finalement, la troisième pour l'équipe de France, c'est où on met Dédé. Spectateur, c'est un coach de PS. Non, non, bien évidemment, je le mets en hockey. Je m'explique. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. C'est ce que disait Kyo, référence musicale de qualité. On commence avec du Johnny Hallyday 2002, tous ensemble, on termine avec du Kyo. Il y a un niveau de ringardise dans cette vidéo qui est quand même absolument fabuleux. Que voulez-vous, c'est comme ça. Et Deschamps, c'est sa dernière danse. Et j'emploie pas cette citation de chanson par hasard, je l'avais pas préparée, mais là, durant la vidéo, elle me frappe, parce qu'avant l'ombre et l'indifférence, c'est vraiment ça pour Deschamps. Parce que Deschamps, il va se faire gommer à partir du moment où Zidane sera là. C'est cruel, hein, parce que Deschamps, Euro 2016 finaliste, Coupe du Monde 2022 finaliste, évidemment champion du monde 2018, énorme travail fait avec l'équipe de France, critiqué, mais au bout d'un moment, si on prend un peu de hauteur, légende de l'équipe de France, évidemment, Didier Deschamps. Mais il sera oublié dès qu'il y aura Zidane. Et je veux dire, c'est un peu le destin de Didier Deschamps, c'est horrible. Je sais pas ce que pense sincèrement Didier Deschamps de Zidane derrière les bruits de couloir et la grande communication. Mais franchement, pour ne pas détester Zidane, Deschamps, il doit... Si Deschamps ne déteste pas Zidane, il a une grandeur d'âme. Parce que finalement, Zidane va bouffer, va le remplacer, va le faire oublier. Mais que Zidane soit bon ou mauvais, en fait. Hein. Zidane, il est mauvais. On va tellement prendre plaisir en France. Et je dis on, pas moi, hein, mais vous savez comment ça se passe. On adore brûler nos idoles. Et pas qu'en France, dans tous les pays. Mais en France, si Zidane se plante, il va y avoir une petite période où on n'osera pas trop, mais après ce sera en roue libre, on parlera que de ça et on parlera plus de Didier Deschamps. Et si Zidane réussit, bah là, j'en parle même pas. Et du coup, Didier Deschamps, cette dernière danse avant l'ombre et l'indifférence, il le fait en alignant 4 attaquants. Souvenez-vous, Didier Deschamps, il y a une époque, on disait ouais, Théo Hernandez, c'est un peu trop offensif pour Dédé. Et désormais, on se retrouve avec Théo Hernandez et 4 attaquants. Et en fait, Deschamps, il veut faire du beau jeu pour sa dernière, parce qu'il sait que c'est l'ombre et l'indifférence qui l'attendent, donc il a envie au moins de dire, regardez, si j'ai joué moche avec l'équipe de France, c'est parce que c'était le meilleur choix à faire et je suis capable de bien jouer. Alors, le rêve de Deschamps, je n'en doute pas, c'est de gagner de cette manière, et en fait, limite, quand tu repenseras à Deschamps, s'il gagne la Coupe du Monde 2026 avec la manière, s'il va chercher la 3e étoile avec la manière, on oubliera les purges qu'on a eues avec l'équipe de France et on retiendra quoi? Les résultats, et en termes de jeu, on retiendra quoi? La Coupe du Monde 2026. Je suis persuadé qu'il veut ça, Didier Deschamps. Et en plus, ça permet de glisser son CV sous la porte de certains clubs. Mais du coup, j'ai peur que ça, ce soit à la fois un excellent choix et un mauvais choix. Est-ce que Deschamps, le pragmatique, ne va pas s'enfermer là-dedans? Est-ce que Deschamps saura, s'il le faut, faire des choix qui vont pas forcément dans le sens de cette ambition? Après, vous allez me dire, peut-être que je me plante totalement, peut-être que Didier Deschamps, il a aucune volonté de sortir en faisant du beau jeu et que c'est simplement qu'il considère ce système comme étant le meilleur pour l'équipe de France. Mais je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de l'attaque de l'équipe de France et je me posais la question, est-ce qu'elle n'est pas un peu surcotée? Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, attendez avant de m'assassiner.
En gros, l'idée, c'est de dire, évidemment, on est la meilleure attaque du monde sur le papier. Pour moi, c'est une évidence. Mais en fait, entre la théorie et les faits, il y a un monde. Et ce monde, bah, c'est tout ce que je vous ai évoqué sur mes doutes concernant la bonne Coupe du Monde de Ousmane Dembélé, par exemple. C'est des questions de complémentarité et d'animation de notre attaque. Pour moi, ça, bah, c'est un truc qui est un peu à la charge de Didier Deschamps, hein, quand même. Finalement, si t'arrives pas à faire jouer parfaitement tous tes joueurs. Alors vous allez me dire, on a peut-être des incompatibilités de nature entre certains attaquants, certes, mais en fait, je me dis, si Didier Deschamps est persuadé que c'est la meilleure formule pour l'équipe de France, bah, ça reste quand même en l'état une formule où t'as pas mal d'attaquants qui sont condamnés à être exceptionnels individuellement pour réussir à avoir une attaque qui fonctionne relativement bien. Et ce sera pas par le génie tactique. Si je reprends la comparaison avec le PSG, parce qu'on a quand même des joueurs du PSG dans cette attaque, oui, le PSG est porté par un Gvara absolument incroyable en Ligue des Champions, par un Dembélé qui est très très fort en Ligue des Champions aussi, Désiré Doué, etc. Mais au-delà des individualités, ce qui fait que l'attaque du Paris Saint-Germain fonctionne bien, c'est le collectif. En équipe de France, j'ai pas cette impression. Et donc déjà, ça amène à être assez nuancé sur Dédé. Et ouais, concernant ce peut-être procès d'intention, hein, disons-le, je suis pas à l'abri de cette critique, j'entends qu'on puisse me la faire. Mais concernant les intentions que je suspecte venant de Didier Deschamps, j'ai peur que ça l'amène à pas toujours faire des choix extrêmement éclairés. Donc je pense pas que pour autant, je veux dire, pas folle ou ok. De toute façon, on sait comment ça se passe. Et les gens vous diront qu'il a fait une très bonne ou une GOAT Coupe du Monde si on gagne, et si on perd très tôt, on dira que c'est de sa faute, et si on sort en finale, on dira qu'il fait une bonne, si on sort en demi, on dira qu'il fait une ok. Mais il faudra évaluer vraiment comment il arrive à gérer la dynamique du groupe, comment il réagit face à certaines prestations qui pourront être un peu en deçà. Et contrairement à un entraîneur, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'un sélectionneur, ça a peu de temps pour travailler, et que c'est pas pour rien que Didier Deschamps, il a parfois fait des grosses modifications juste avant les grandes compétitions internationales, qu'il a parfois fait des modifications durant les compétitions internationales. Didier Deschamps est un coach qui est plutôt proactif durant ces compétitions, je trouve. Et en fait, cette proactivité, elle vient aussi du fait que t'as pas autant de temps qu'un entraîneur de club pour connaître ton groupe, les synergies, les possibilités que tu peux avoir. Il y a encore des noms qui aujourd'hui sont en indécision. Je parlais de notre côté gauche, je parlais également de mon doute sur Koundé. Malgré tout l'amour que j'ai pour Koundé, qui est un joueur exceptionnel, je pense que Deschamps en a nettement moins des doutes. Mais au milieu de terrain, il y a pas mal de postes où tu dis Deschamps, il pourra avoir une influence. Il aura des choix à faire. Donc pour moi, il va avoir une Coupe du Monde qui sera cruciale. Donc je ne mets pas du tout en spectateur, hein, c'était pour la blague. À mon avis, il va être tout sauf un accompagnateur. Il aura beaucoup de travail actif à faire, au-delà de la préparation tactique des matchs, mais même sur le choix des hommes, sur le choix de la hiérarchie. Et je le mets en hockey parce que je suis vraiment dans l'interrogation. C'est plutôt neutre, vous voyez l'idée. Donc voilà, nous avons notre petite tier list de l'équipe de France, de l'optimisme sur Olysée, sur Doué, sur Mbappé, sur Saliba. Beaucoup de bonnes Coupes du Monde, mais grosso modo, si j'enlève un peu... Allez, je vais essayer de les classer, ceux-là. Question de réussir à faire... ceux qui vont pas jouer, je vais les mettre en hockey. Je pense que c'est le moyen le plus simple de le retranscrire. Ceux qui joueront pas assez à mon goût, je vais mettre là où je les attends. Moi, je pense que Zaïre Emery, alors j'aurais bien mis en très bon, mais je pense que les conditions font que s'il a eu temps de jeu, il sera seulement bon et pas très bon. Cherki, je le mets bon aussi, mais vous regardez quand même ça. Bon, il y a un mec que je considère suffisamment bon pour être en le GOAT, parce qu'en fait, je le redis, hein, si il y en avait eu aucun, j'aurais eu aucun problème à vous faire cette tier list. Mais du coup, je le mets là. On a quand même le gros de l'équipe de France qui est ici, et finalement, on n'a que 4 éléments sur la liste des 26, 27, vu que j'ai le sélectionneur, que je mets en plutôt négatif. Donc je suis optimiste, mais ça, on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà la tier list pour l'équipe de France. Mon niveau de confiance, ceux que je pense être les gagnants et les perdants. On verra, le dé est lancé désormais. On en reparlera à de nombreuses reprises. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.